Des travailleurs déflatés des sociétés d'État en faillite veulent avoir des réparations. Ils en ont parlé hier au président du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale. Benoît Cambou rassure que leurs dossiers seront traités avec diligence. À l'étranger, ce que le gouvernement turc appelle le grand ménage a atteint des proportions incroyables. Ces derniers temps, la purge touche particulièrement l'armée et le monde des médias. Au même moment, on apprend que deux des plus importants généraux de l'armée turque viennent de démissionner. Voilà qui fait la une de cette édition sur la RTB. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous suivre. Nous commençons ce journal par le 5e sommet du traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Paul Kabat-Thiéba est arrivé hier soir en Côte d'Ivoire. Il a été accueilli à son arrivée par son homologue ivoirien, Daniel Kablan-Dunka. Étaient également présents à son accueil les membres du gouvernement burkinabé, déjà sur place à Yamoussoukro, et les membres de la communauté burkinabé en Côte d'Ivoire. On voit tout cela avec Gérard Sommet et Jérémy Sié Koulibaly. C'est sous le signe de l'amitié et de la fraternité que le chef du gouvernement burkinabé dit effectuer ce voyage en terre de Burni. Une première pour Paul Kabat-Thiéba à la tête d'une forte délégation gouvernementale. Et l'accueil qui lui est réservé est à la hauteur du traité d'amitié et de coopération scellé entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso depuis maintenant 8 ans. Je n'ai pas été surpris par la chaleur de l'accueil qu'on m'a réservé. Le Premier ministre, M. Dunka, lui-même s'est déplacé avec les membres du gouvernement, sans compter vraiment tout le côté festif que j'ai vu. C'est un côté vraiment populaire qui nous remplit beaucoup de joie et qui confirme, si elle en a encore besoin, la qualité exceptionnelle des liens d'amitié qui existent entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Des liens qui, comme vous le savez, tirent leur source de l'histoire, de la géographie et qui nous obligent à vivre ensemble, à créer les conditions de la paix et de la prospérité pour nos deux peuples. Pour ce 5e TAC, 16 projets d'accord étaient sur la table de discussion des experts. Et au finish, 12 devraient être signés à l'occasion de ces assises. Ce sont les conclusions présentées au Premier ministre par les experts burkinabés. Des experts que Paul Kabat-Thiéba a tenu à rencontrer à peine arrivé à Yamoussoukro. Une rencontre pour prendre toute la mesure des avancées de l'amitié et de la coopération ivoiro-burkinabé avant le conseil conjoint de gouvernement ce jeudi. Et en rapport avec cette actualité, la communauté ivoirienne au Burkina est l'une des plus importantes. Les membres de cette communauté sont présents dans plusieurs secteurs d'activité. Une de nos équipes a rencontré quelques Ivoiriens vivant au Burkina. Ils affirment être bien intégrés au pays des hommes intègres. On les entend dans ce dossier signé Nongba Kouda et Mounira Kéri. Gaston Miei est ivoirien. Agent technique à l'ambassade de Côte d'Ivoire, il vit au Burkina depuis 1990. 26 ans après son arrivée, Gaston se sent burkinabé et se fait même appeler Gaston Kaboré. Quand il arrive en Côte d'Ivoire actuellement, on me dit le Burkinabé est venu. Quelques jours après, mon congé est fini, je reviens à la maison. Le premier jour quand je suis arrivé, je me suis nommé, il m'a nommé Kaboré. Donc, je suis Kaboré depuis longtemps et ce nom m'a tellement plu, donc je suis désormais, voilà. Si Gaston Miei a passé 26 ans au Burkina, Kadi Kone s'y est installé il y a moins de 3 ans. Employé comme responsable de la communication dans une entreprise de la place, Kadi ne s'est jamais senti loin des siens. J'ai quand même pas mal de beaux souvenirs sur le Burkina. Je suis encore là, mais j'ai eu de très bons moments. J'ai des collègues formidables, j'ai des amis inestimables, on va dire. Et puis j'ai des familles d'adoption qui me permettent vraiment d'avoir un quotidien plutôt agréable. Je suis très très bien intégrée au Burkina également, donc j'essaie de faire la navette entre les deux patries désormais, on va dire. Des Ivoiriens, on en trouve aussi dans d'autres secteurs d'activité comme la restauration. À Ouagadougou, Bertina se sent bien intégrée. Elle a trouvé chez les Burkinabés des amis et des frères.
Je suis venue ici en tant que touriste et j'ai apprécié le Burkina. Quand mon pays a été touché par la crise, j'ai choisi le Burkina pour venir m'installer définitivement. Ce que je comprends, c'est la Fibala, Zakramba. Bon, comme je vais beaucoup marcher, j'ai pour habitude de demander les prix. On me dit Pinou, Pissi. L'un des endroits au Burkina où l'on trouve le plus grand nombre d'Ivoiriens est sans contexte le milieu scolaire. Hugues Guéhi est arrivé au Burkina dans le cadre de ses études il y a de cela 7 ans. Je viens de terminer ma licence 3 en géologie à l'UFR-SVT. Je peux dire que j'ai une petite vie ici pour le moment. Je me sens intégré puisque je n'ai pas de soucis. J'arrive à mener mes activités sans aucun souci, donc il n'y a même pas de soucis. Hugues Guéhi ne compte pas rentrer en Côte d'Ivoire d'ici peu. Il envisage se marier à une fille burkinabé avec qui il entretient des relations très avancées. Autre point de l'actualité, des représentants de sociétés d'État en faillite étaient hier au Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale. Ce sont des travailleurs déflattés il y a plusieurs années qui disent vivre dans une extrême pauvreté. Ils souhaitent donc avoir des réparations et c'est la principale préoccupation qu'ils ont soumise au président du HCRUNA. En réponse, Benoît Cambou les a rassurés que leurs dossiers seront traités avec diligence. Le reportage de Paul David Bambara et Maxime Zongo. C'est dans un climat lourd et émouvant que les représentants des différentes sociétés d'État en faillite ont tour à tour exposé les circonstances qui ont conduit à la liquidation de leurs outils de travail et surtout les conséquences douloureuses de cette situation. Ils exigent par conséquent des réparations. Ces travailleurs aujourd'hui ont demandé à rencontrer dans le cadre de la réconciliation nationale le Haut Conseil pour qu'on examine leur situation afin qu'ils puissent être dédommagés, indemnisés, car la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, lors de la signature de l'accord du programme de l'assurance structurelle, avaient promis une indemnisation spéciale portant sur 60 mois pour chaque travailleur déflaté. Le président du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, qui dit avoir pris note de leurs doléances, les a rassurés que leurs dossiers seront examinés. Un homme normal ne peut pas rester insensible devant de tels témoignages. Et nous leur avons rassuré que nous avons leur dossier en main et que nous les examinerons en son temps. Donc pour le moment, qu'ils prennent leur mal en patience. Faso Fani, Faso Yar, Flex Faso, la Soremib, la Sonacib, le Sénatrin, la BND, l'ONBA, X9, l'Ex-RAN et j'en passe, ce sont là les sociétés qui ont fait la pluie et le beau temps au Faso et qui, dans leur chute, ont jeté des milliers de travailleurs dans la rue, aujourd'hui inconsolables, qui réclament vérité et justice. Le Conseil supérieur de la magistrature a entamé ce matin sa première session ordinaire de l'année 2016. À l'ordre du jour de cette session, le mouvement des magistrats, l'intégration et la nomination d'auditeurs de justice. Cette session se tient dans un contexte où le CSM a une nouvelle configuration en ce qui concerne les membres de cette structure. Des précisions avec Urbain Benito Somé et Foussé Nikindo. L'ordre du jour de cette session ordinaire n'annonce aucun dossier brûlant. Il s'agit simplement de se pencher sur le mouvement des magistrats, l'intégration et la nomination d'auditeurs de justice. La présidente du Conseil supérieur est revenue à l'ouverture des travaux sur la nouvelle configuration du Conseil. Les nouvelles lois organiques relatives au statut de la magistrature et au Conseil supérieur de la magistrature, adoptées à la suite de la tenue des États généraux de la justice et de l'adoption du pacte pour le renouveau de la justice, consacre le relèvement du nombre des membres du CSM. Ainsi, au terme de l'article 4 de la loi organique portant organisation, composition, attribution et fonctionnement du CSM, le commissaire du gouvernement du Conseil d'État et le procureur général près la Cour des comptes sont désormais des membres de droit du CSM. Tandis que l'article 5 fixe à 3 le nombre des représentants de chaque grade de la hiérarchie judiciaire au lieu de 2, comme c'était le cas dans l'ancien texte. Au nombre des nouveaux membres, le Conseil accueille à son sein Pascal Temaï Bénon, représentant le président du Faso. Le Conseil avait commis également un comité pour réfléchir sur des propositions concernant les nominations et cette session va donc examiner ces propositions.
Dans l'actualité également, hier mercredi, l'université Ouaga Joseph Kizerbo a organisé une journée d'information et de sensibilisation au profit des porteurs de projets. Ces porteurs de projets ont pu s'enquérir du dispositif d'accompagnement mis en place à leur profit. Cette journée a été organisée en collaboration avec le projet de création et de mise en place d'incubateurs, de pépinières et d'hôtels d'entreprises dans le secteur agroalimentaire. Césaire Carrefour, Ibrahim Sanou et Oumou Sissi. Accompagner les porteurs de projets et créateurs d'entreprises pour la mise en œuvre de projets viables. C'est l'objectif de cette journée d'information et de sensibilisation organisée à l'intention des étudiants de l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Ainsi, le PIP-SA entend contribuer à l'essor de l'entrepreneuriat des jeunes. Les jeunes diplômés qui sortent avec vraiment des connaissances et ils n'ont pas les moyens pour s'installer, ils n'ont même pas cet accompagnement-là pour bien mûrir leur projet. Donc il faut venir vers eux, porter l'information. Plusieurs étudiants ont pris part à cette journée et pour eux, elle revêt une grande importance. Nous sommes présents ce matin pour avoir les informations sur les différentes modalités de financement de nos projets. Puisque étant étudiants, nous devons préparer certains projets pour pouvoir évoluer. Pour l'université Joseph Kizerbo qui accueille la journée, de telles initiatives sont à encourager. Aujourd'hui, je crois que c'est un soulagement de rencontrer un partenaire qui se présente à nous et qui dit qu'il est prêt à financer ces projets d'entreprise. Le PIP-SA entend aussi à travers cette activité vulgariser ses missions et présenter les conditions d'accessibilité à ces services. Pour cela, il a invité les différents acteurs à y adhérer. Les organisations de la société civile appelées à contribution dans la lutte contre la drogue. Cela se passe au cours d'un atelier qui se tient à Bobo-Dioulasso et qui a regroupé les représentants d'OSC. Il leur est demandé d'intégrer la lutte contre la drogue dans leur programme d'activité. L'atelier se tient à l'initiative de la Maison des associations de lutte contre le sida. Des précisions avec Idrissa Warga et Ahadi Sandamba. La transmission du VIH-Sida est également liée à la drogue, notamment celle injectable, en témoignent les premiers cas détectés. C'est dire donc que la lutte contre le phénomène doit impérativement être menée en tenant compte donc de cette situation. Et c'est vrai que peut-être dans notre contexte, il n'y a pas beaucoup d'usagers de drogue injectables, mais quand même, quand on prend les autres stupéfiants, on peut avoir des comportements sexuels à risque qui peut exposer ces usagers de drogue-là au VIH-Sida, aux hépatites et aussi d'autres maladies. Ce qui justifie donc la tenue du présent atelier. Un atelier qui vise le renforcement des capacités d'action des responsables d'associations œuvrant dans le domaine, ainsi que de ceux intervenant en milieu scolaire. C'est pour outiller ces personnes-là, afin qu'ils soient le répondant, qu'ils soient des pères éducateurs dans la communauté et sensibiliser surtout sur le rejet des usagers de drogue, sur la stigmatisation des usagers de drogue. Parce que pour nous, on estime que les usagers de drogue ne sont pas des criminels. Ils sont plutôt des victimes. Ils ont besoin de notre accompagnement, ils ont besoin de notre soutien, ils ont besoin d'être pris en charge. Ils ont besoin d'avoir un cadre où ils pourraient échanger pour sortir de ce phénomène-là. Avec cette nouvelle donne, la lutte contre la drogue est désormais une priorité pour la masse, la maison des associations de lutte contre le sida. Et pour Christine Kafando, la lutte contre la drogue doit se focaliser désormais sur la sensibilisation, car la répression a montré ses limites, a-t-elle conclu. L'ONG Christian Relief ambitionne parrainer 10 000 enfants orphelins et vulnérables. Ce soutien se fera dans le domaine de l'éducation de ces enfants démunis. Et pour y parvenir, l'ONG va organiser un téléthon, une soirée de levée de fonds. Des précisions sur cette activité ont été données au cours d'un point de presse organisé le mardi dernier à Ouagadougou. Mokhtar Ouedraogo et Ramatou Zida. 10 000 orphelins et enfants vulnérables parrainés d'ici à 2020, c'est l'objectif que l'ONG Christian Relief and Development Organization CREDO s'est fixé à travers la soirée de collecte de fonds qu'elle organise le 30 juillet prochain. Ce téléthon devrait permettre de scolariser, de prendre en charge en moyenne 2 000 enfants par an à compter de l'année scolaire 2016-2017. Prendre un enfant entièrement à charge, la scolarité, que nous évaluons, scolarité plus tous les accessoires, donc la nourriture, les fournitures et la pharmacie, le tout à 120 000 francs, soit
vous le prenez intégralement, soit vous le faites ensemble, ou alors vous pouvez faire des dons ponctuels pour pouvoir justement contribuer à la prise en charge d'un orphelin ou d'un enfant en difficulté au Burkina Faso. L'idée de promouvoir le parrainage endogène en marquant l'esprit de chaque Burkinabé tout en suscitant un élan de solidarité. Il y a beaucoup de besoins qui s'expriment à notre niveau alors que les ressources sont rares. Alors donc trouver des voies nouvelles nous paraît assez approprié en ce temps assez particulier. L'ONG Credo œuvre dans le domaine du parrainage depuis 1993 afin de faire de l'éducation pour tous une réalité. Actualité à l'étranger à présent en Turquie, ce que le gouvernement appelle le grand ménage a atteint des proportions incroyables. Ces derniers temps, la purge a particulièrement touché l'armée et le monde des médias. En Turquie, le grand ménage, pour reprendre l'expression du gouvernement, se poursuit et il atteint des proportions incroyables. Après la délivrance ce mercredi matin de 47 nouveaux mandats d'arrêt contre des journalistes et ex-employés du quotidien Zaman, on apprenait ce soir que plus d'une centaine d'organes de presse régionaux et nationaux allaient être tout simplement fermés. Parmi eux, 45 journaux, 16 chaînes de télé, 23 radios. Déjà lundi, une quarantaine de journalistes turcs ont appris qu'ils faisaient l'objet d'un mandat d'arrêt pour leur lien présumé avec les auteurs du coup d'État manqué du 15 juillet, en particulier avec Fethullah Gülen, un imam exilé aux États-Unis qu'Ankara accuse depuis 3 ans de vouloir renverser le gouvernement. L'armée aussi, bien sûr, n'est pas en reste, avec le limogeage ce mercredi soir de pas moins de 150 généraux et amiraux pour complicité de la tentative de coup d'État. 1000 officiers ont déjà été exclus des rangs de l'armée, dont la haute hiérarchie doit être entièrement remaniée ces jours-ci lors d'un conseil suprême militaire. On estime que depuis le 15 juillet, au moins 100 000 personnes ont été arrêtées, limogées, licenciées ou suspendues dans le cadre de cette purge historique lancée par le gouvernement turc. Et c'est une réunion cruciale qui se tient ce jeudi à Ankara autour du Premier ministre. La réunion du Conseil militaire suprême, ce jeudi matin, avant même l'ouverture du Conseil militaire suprême, 2 des plus importants généraux de l'armée ont démissionné. Il s'agit du chef de l'armée de terre et du chef des entraînements et de la doctrine de commandement. Et pour terminer cette édition, on revient au Burkina Faso pour jeter un coup d'œil sur l'actualité dans la presse écrite. Au nombre des sujets qui ont intéressé les quotidiens de ce jeudi, les travaux des experts à la conférence du TAC à Yamoussoukro et M. Solange Guigma. 12 projets d'accord à soumettre au Conseil conjoint des gouvernements, c'est ce qui ressort des travaux des experts de la 5e conférence au sommet du TAC, nous informe le pays. Le journal note que tous les points à l'ordre du jour ont été abordés dans le respect mutuel, y compris les sujets qui fâchent, tels que celui relatif au Mont Péco où la Côte d'Ivoire veut déguerpir les populations dont 27 000 Burkinabés qui s'y trouvent le 30 juillet 2016. Des projets qui seront soumis à l'appréciation des présidents burkinabés et ivoiriens le 29 juillet prochain lors de leur rencontre. Et le journal Aujourd'hui au Faso nous confie que le président du Faso se rend à Yamoussoukro dès ce jour 28 juillet pour co-présider cette rencontre avec son homologue ivoirien. Le traité d'amitié et de coopération se révèle être une réelle politique et une communauté d'intérêt pour les 2 pays frères, rapporte Sidouaya. Une fois signé, il s'agit maintenant et toujours de raviver la flamme de ces relations pour une Afrique qui gagne et pour des citoyens ivoiriens et burkinabés qui s'en portent mieux. Les journaux du jour épiloguent également sur la visite du chef du Gatien à Bamako au Mali. Le quotidien indique que c'est la mission de l'ONU au Mali qui est parvenue à convaincre le général Gamou d'effectuer le déplacement de Bamako. Cette initiative de la MUNISMA est saluée par le journal Le Pays parce que, selon lui, elle vise à éviter un bain de sang et à renouer le dialogue avec le CMA après avoir entendu le patron du Gatien. Aujourd'hui, au Faso, quant à lui, pense qu'il est temps que le Mali se réveille et décide de se doter enfin d'une armée apte à faire face aux menaces contre les Maliens. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi à toutes et à tous.